Rapporteur. La parole est maintenant à Monsieur Marc Fesneau, rapporteur également de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Madame la garde des Sceaux, Monsieur le rapporteur général, Madame la rapporteure et présidente de la Commission des lois, Mesdames et Messieurs les rapporteurs pour avis, chers collègues, c'est avec une certaine émotion que je viens devant vous rapporter les travaux entrepris pour la révision de la Constitution dans notre commission. Quand il y a un an, nous sommes entrés dans l'hémicycle pour la première fois, pour beaucoup d'entre nous, nous avions déjà ressenti le poids de ce que nous étions devenus des législateurs. Aujourd'hui, alors que nous débutons l'examen de ce texte, ce poids s'est encore accru. Nous sommes une assemblée qui va exercer le pouvoir constituant. Je ne vous entretiendrai pas de ce que contient la Constitution. Je vous dirai simplement ce qu'en disait le général de Gaulle. Un jour viendra sans doute où notre Constitution, avec tout ce qu'elle implique, sera devenue comme notre seconde nature. Et je me dis qu'en dépit des critiques que nous lui adressions, ou qui ont été adressées, nous embrassons généralement les principes de cette Constitution. Nombre des décisions adoptées lors des précédentes révisions sont aujourd'hui largement acquises et entrées dans nos pratiques et habitudes. Qui oserait maintenant retirer aux Français le droit d'élire leur président au suffrage universel direct, briser les ailes du Conseil constitutionnel ou revenir sur la question prioritaire de constitutionnalité? Mes chers collègues, ce projet de loi constitutionnelle est important, je ne vous dirai pas le contraire, puisqu'il va moderniser les institutions de la France et les adapter aux exigences du peuple français. C'est une réforme d'envergure qui reste pleinement, résolument dans une Ve République que nous assumons. J'entends la posture de ceux qui disent que le Parlement subirait une régression considérable. C'est faux. Nous n'altérons pas les équilibres institutionnels, au contraire, nous en donnons plus de corps. Cette révision est d'abord le fruit du pragmatisme. Nous le voyons bien à l'expérience, notre procédure législative est menacée d'embolie. Toujours davantage de textes, souvent de plus en plus bavards, davantage d'amendements aussi, qui viennent porter 10 fois de suite la même idée, dans l'espoir peut-être que la 10e tentative sera la bonne, face à un rapporteur fatigué ou une assemblée inattentive. Davantage enfin de jours de séance, y compris la nuit et les week-ends. Ce n'est pas tant que nous travaillons trop. À la vérité, nous travaillons mal, et chacun porte sa part de responsabilité, exécutif et législatif, et c'est cela qu'il faut résoudre. Pour une meilleure législation, les évolutions proposées tentent de mettre un terme à l'inflation galopante des débats. Car oui, aujourd'hui, nous sommes quelque peu devenus fous. Nous passons une bonne partie de notre temps à discuter de sujets inopérants, réglementaires ou sans lien avec le sujet examiné. Tout ceci est rigoureusement inutile puisque le Conseil constitutionnel censure les neutrons législatifs et les cavaliers, tandis que le gouvernement peut faire délégaliser les articles réglementaires. Cette révision constitutionnelle porte donc notamment sur ce que l'on appelle la fabrique de la loi et la mission insuffisamment développée de contrôle et d'évaluation. Sur la fabrique de la loi, le texte amendé en commission et que nous vous proposerons de faire évoluer encore tient en un élément simple et pourtant si compliqué à résoudre. Écoutez, monsieur Schellenberger, sans vous énerver. La maîtrise du temps parlementaire. Parce que bien faire la loi, c'est pouvoir anticiper les textes pour mieux exercer notre travail en commission. Bien faire la loi et mieux exercer notre mandat de parlementaire, c'est disposer d'un calendrier stabilisé et non ballotté. Et bien faire la loi, c'est pouvoir l'évaluer. L'article 3 instaure donc une recevabilité préalable. En supprimant cet article, la Commission a sans doute signifié que cette diminutio capitis était excessive. Le Parlement est aussi un lieu de discussion et entend le rester. Nous présenterons avec les rapporteurs à l'Assemblée nationale des amendements pour amodier cette disposition et lui donner un peu de souplesse, sans pour autant sacrifier à son objectif d'efficacité. C'est tout le sens de l'intervention qui avait été la mienne lors de la commission. Réguler, comme le font finalement déjà nos collègues sénateurs, et maintenir dans ses fondements et conformément aux constituants de 1958 ce droit, certes pas unique, mais essentiel d'expression parlementaire. Dans le même esprit, et pour conserver le caractère politique de nos débats, nous proposerons de rendre possible la tenue d'un débat d'orientation sur un texte avant son examen en commission, manière d'anticiper, de compléter ou d'enrichir, selon les cas, la discussion générale. L'article 4 permet de concentrer en commission les amendements sur certains textes en préservant le caractère décisif de la séance publique sur l'ensemble. C'est ce que pratique déjà le Sénat et ce que nous faisons pour partie sur les conventions internationales notamment. Il reviendra au législateur organique d'encadrer
les modalités et de donner toutes les garanties nécessaires à l'opposition et, j'allais dire aussi, à la majorité. L'article 5 prend acte d'un fait évident pour tout observateur. La navette est excessivement longue. Pour cette raison, le Gouvernement souhaite réduire les nouvelles lectures après la commission mixte paritaire. Pourquoi pas, dès lors que le droit d'amendement des députés reste plein et entier? La commission, pour sa part, propose de mettre le droit en accord avec la pratique, en posant le principe d'une lecture devant chaque chambre avant convocation de la CMP, la déclaration d'urgence par le Gouvernement n'ayant plus pour fonction que de réduire les délais entre le dépôt et le passage en séance publique. Les articles 6 et 7, tirant les conséquences de ces dispositions, rééquilibrent le temps consacré au marathon budgétaire et social de l'automne. C'est une approche cohérente avec les points précédents. Je laisserai les rapporteurs pour avis des commissions des finances et des affaires sociales, que je salue, en parler plus avant. Enfin, le Gouvernement souhaitait dynamiser l'ordre du jour des assemblées en y inscrivant par priorité les textes économiques, sociaux et environnementaux, déclarés par lui prioritaires sous le contrôle des conférences des présidents. La commission a admis les difficultés posées par l'ordre du jour engorgé, mais elle a souhaité limiter cette priorité à 2 textes par session pour garder sa cohérence au calendrier parlementaire. Au demeurant, les rapporteurs proposeront de changer le braquet et de revoir plutôt l'organisation globale de notre travail en basculant sur un système réservant 3 semaines au Gouvernement et 1 aux assemblées, tout en ménageant des espaces pour que les parlementaires puissent également exercer les autres activités, ô combien nombreuses, précieuses et importantes, liées à l'exercice de leur mandat. La commission a aussi demandé au Gouvernement de faire sa part, disposer d'un ordre du jour prévisionnel à 3 mois et du programme de travail semestriel qu'envisage l'exécutif, pouvoir solliciter le Conseil d'État pour faire expertiser des amendements et les sécuriser juridiquement y participe. J'en viens à la fonction de contrôle sur laquelle la commission a également particulièrement travaillé. Nous proposons notamment 2 évolutions. D'abord, que le ministre compétent vienne systématiquement rendre compte de l'application d'une loi devant la commission 6 mois après sa promulgation. Ensuite, d'inscrire dans la Constitution les pouvoirs d'enquête dont bénéficient les organes de contrôle des assemblées, qui doivent pouvoir auditionner, accéder aux données nécessaires, se faire communiquer tout document utile. Ceci nous permettra, au stade de la loi organique, de nous doter de l'agence d'évaluation que nous appelons de nos voeux. C'est le sens de la rénovation de la procédure parlementaire que nous vous proposons et qui modernise notre République sans en saper les fondements et qui vise plutôt à y revenir. J'en viens aux 3 derniers articles du projet de loi qui portent l'ambition du Président de la République de permettre aux territoires de se différencier pour que la République reconnaisse enfin leur diversité. C'est un enjeu central, celui, après 30 années de décentralisation, de franchir une nouvelle étape. Nous distinguions, je crois pouvoir le dire, sur beaucoup de ces bancs de cet hémicycle, l'impasse dans laquelle nous nous trouvions, celle d'adapter nos règles aux situations locales, car cette incapacité nourrissait le sentiment de rigidités excessives et finalement, plus profondément, l'impression de désintérêt pour les réalités locales et leur prise en compte. Il nous fallait franchir une nouvelle étape. L'article 15 pour les collectivités de droit commun tire les conséquences de l'échec du constituant de 2003 et de la procédure d'expérimentation qu'il avait imaginée. Toutes les adaptations n'ont pas vocation à fonctionner partout. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, comme disait Pascal. Nous corrigeons cette erreur en permettant la différenciation pérenne sous réserve du respect des libertés publiques et de l'accord dans ce sens de la loi ou du règlement national. Sur l'article 16, la pédagogie engagée en commission n'a peut-être pas encore porté tous ses fruits. Je veux répéter que sa grande innovation se trouve, au-delà même de l'inscription réclamée depuis si longtemps de la Corse dans la Constitution, dans le 2e alinéa du dispositif proposé. Nous nous donnons tous les moyens de répondre aux spécificités physiques du territoire, tout en réaffirmant que nous vivons tous sous la même loi. Ce n'est pas rien. Les territoires sont différents, mais la République reste indivisible. Enfin, il y a l'article 17 qui facilite la possibilité pour les DROM de fixer leurs propres règles. Nous passons d'un contrôle a priori du législateur à un contrôle a posteriori, d'une habilitation à une ratification des mesures prises localement. Là encore, je crois que nombreux s'en réjouissent. Il restera à l'Assemblée nationale à décider du statut de la Réunion et de son éventuelle évolution. Je voudrais, avant de conclure, remercier les services de la commission des lois qui n'ont ménagé ni leur temps ni leur peine et qui vont devoir redoubler d'efforts. Remercier les commissaires aux lois de leur travail et de la qualité de nos échanges, même vifs. Ils ont éclairé utilement nos débats. Remercier enfin très sincèrement Richard Ferrand et Yaël Braun-Pivet
de la qualité du travail collectif que nous avons effectué avec respect, sérieux et confiance. Cela a été précieux, je crois, pour faire œuvre utile, et j'exprime l'espoir que nous poursuivions en ce sens collectivement. Mes chers collègues, je veux conclure en rappelant la responsabilité qui est la nôtre devant la Constitution. C'est le texte suprême. Je sais pouvoir compter sur vous pour résister à la tentation d'y multiplier les éléments qu'une loi pourrait valablement traiter ou les pétitions de principe dénuées de toute portée. Je sais pouvoir compter sur la résolution de la majorité pour avancer sur la voie d'une démocratie plus affirmée et plus efficace, et sur la vigilance de l'opposition pour mettre en lumière les corrections à apporter à nos initiatives. Et désormais, place au débat constituant. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le rapporteur.